Bonjour madame, comment vous allez? Non, bien, très ravi de vous retrouver en cette nouvelle année. C'est pour la première fois qu'on vous voit aujourd'hui, depuis que nous sommes en 2023. Oui, effectivement, c'est la première fois qu'on se voit depuis le début de cette année. Je crois que c'est pour moi aussi l'occasion de dire à tout le monde meilleurs vœux, à vous pour commencer, Merci. à toute votre équipe, ainsi que à tous les téléspectateurs. Et je leur dis meilleurs vœux, que Dieu soit avec chacun d'entre eux, dans toutes leurs entreprises, dans leur vie, dans leur famille, que Dieu les accompagne, que cette année soit une année une année témoin de bonnes choses qui vont arriver dans la vie d'un chacun. C'est ça ma prière, c'est ça mon vœu pour chacun. Merci infiniment. Merci. Oui, honorable, aujourd'hui nous sommes dit de venir au creux de vous parce qu'il y a énormément de sujets d'actualité. Aujourd'hui, jour pour jour, le chef de l'État va totaliser 4 ans après son investiture à la tête de notre pays. Et selon vous, est-ce que y a-t-il des avancées très significatives d'une manière générale dans notre pays et plus particulièrement dans votre province de son pouvoir? Merci madame pour cette question. Une question plutôt transversale qui risque de m'amener à toucher à beaucoup de domaines. Mais je ferai un effort dans ma réponse pour ne pas être trop long, n'est-ce pas? Okay. Ça fait 4 ans, jour pour jour, effectivement, que le chef de l'État a accédé à la magistrature suprême. Et ces 4 ans, il faut dire qu'il n'était pas que reluisant. Il y avait des hauts, il y avait des bas. Il faut reconnaître que les 2 premières années de ces 4 ans ont été un gâchis. Un gâchis, et vous savez pourquoi. Avec la coalition FCC-CACH qui n'a pas donné, en tout cas, des résultats escomptés. Il faut savoir que quand on a faim, le peuple, parlant de la population du peuple congolais, quand on a faim, on attend de voir la nourriture sur la table. Mais en tout cas, pendant les 2 premières années, nous n'avons pas vu ça. Au contraire, la coalition s'est embourbée dans des considérations politiciennes, les uns voulant rapidement montrer que celui qui a accédé au pouvoir n'était pas en mesure, et donc qu'il fallait le faire échouer pour que, bon, il se ferait une voie de récupération de ce pouvoir. Bon, hélas, nous l'avons constaté à notre corps défendant, on l'a constaté, et la population n'a eu que ses yeux pour pleurer pendant toute cette période-là. On a senti le besoin de sortir de ce carcan, et le chef de l'État effectivement a fait tout ce qu'il fallait faire pour sortir de ce carcan, et il en est sorti en constituant l'Union sacrée. Voilà, il a mis en place l'Union sacrée, il a mis en place un autre gouvernement, et depuis lors, nous avons commencé à voir les choses se faire. Comme quoi, honorable? Je vais vous rappeler une chose, les gens peut-être n'en parlent pas assez. Okay. Et comme nous, Congolais, nous sommes habitués plutôt à ne voir que ce qui est physique. C'est ce que attend la population. On a construit un immeuble, on a fait une route, on a fait, encore que je ne dis pas que cela n'a pas été fait, ça a été fait. À Kinshasa ici, il y a beaucoup de choses qui se font, voilà, dans ce sens-là. Mais moi je considère que la plus grande réalisation du chef de l'État, c'est la gratuité de l'enseignement. La plus grande réalisation du chef de l'État, c'est la gratuité. Énormément. On peut critiquer comme on veut, c'est une œuvre humaine.
Oui, on peut critiquer comme on veut. Le chef de l'État est allé à la hâte. Il devait au moins s'organiser pour que ça soit stable, sûr. On a dit que la qualité de l'enseignement a baissé par rapport à la gratuité de l'enseignement. Qu'on dise ce que l'on veut. Aujourd'hui, toutes les statistiques vont donner raison à celui qui, un jour, a décidé de mettre en œuvre la gratuité de l'enseignement. Il suffit de descendre son cours pour parler de la province d'où je viens, dont je suis originaire et dont je suis l'élu, notamment dans la circonscription de Katakokombe. Le nombre d'écoliers, le nombre d'élèves qu'il y a, le nombre de gens qui étudient et qui n'étudiaient pas avant. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est que quand on construit un pays, ou quand on veut refonder un pays, il faut commencer par l'éducation. Si vous n'éduquez pas, l'avenir est sérieusement hypothéqué. Mais là, il a décidé de prendre à bras le corps cette question de la gratuité. Et les gens aujourd'hui qui n'avaient pas la possibilité d'étudier, faute de moyens, aujourd'hui, ces enfants sont en train d'étudier. Il faut regarder dans le budget, et quand vous allez par exemple au ministère des Finances et ailleurs, pour comprendre le niveau, la hauteur du sacrifice consenti par la République démocratique du Congo par rapport à l'enseignement et à l'éducation. Vous allez comprendre que le président a décidé. Si on prenait cet argent de la gratuité pour l'affecter sur d'autres choses, par exemple, comme nous aimons trop le palpable, par exemple, construire des immeubles ici à Kinshasa, on en aurait des centaines. Non, mais est-ce qu'on peut parler du point de vue sécurité? Jusque-là, les chefs de l'État se mettent tellement de manière à éradiquer le système de réveil, soit de l'insécurité à l'est de notre pays, mais jusque-là, ça n'aboutit juste pas. Et que pouvez-vous dire? La population veut au moins palper du doigt par rapport à toutes les promesses que le chef de l'État a fait à sa population du point de vue sécurité. Que pouvez-vous dire à ce sujet? À ce sujet-là, je vais vous dire une chose. Vous savez, lorsqu'on parle de la sécurité, il faut l'avoir vécu. Il faut avoir vécu dans ces zones-là qui ont des problèmes. Moi, j'ai vécu là-bas. Je connais le Nord Kivu. J'ai été magistrat pendant longtemps dans le Nord Kivu. Et je peux vous assurer que chaque fois que j'apprends qu'il y a un massacre, ou qu'il y a je ne sais quoi, ou que les rebelles ont attaqué, je peux même dire que je le ressens dans ma chair. L'essentiel des relations que j'ai dans la vie, des relations que j'ai tissées pendant, parce que j'ai commencé ma carrière de magistrat là-bas, l'essentiel de mes relations que j'ai, ce sont des gens originaires du Nord Kivu. C'est vous dire combien cette question de l'insécurité au Nord Kivu me touche. À quel niveau ça me touche? Ça me touche énormément. Le chef de l'État est l'unique, et je ne le flatte pas. Il est l'unique qui est venu et qui a mis sur la table la vérité des faits. Parce que parfois, les politiques veulent passer par des paraboles, des girouettes, je ne sais pas. Lui, il est venu, il a mis sur la table la vérité pour dire ça ne peut pas continuer. Il a dit plusieurs fois qu'il est prêt même à se sacrifier, même à donner sa vie pour qu'il y ait sécurité, rétablissement de la sécurité dans le Nord Kivu, dans l'Est en général. Il l'a dit plusieurs fois. Et il est en train de se battre sérieusement, et c'est sur plusieurs fronts. Il n'y a que des gens qui sont de mauvaise foi
qui ne peuvent pas aujourd'hui reconnaître les efforts qu'il est en train de fournir. De un, il décide d'établir un état de siège dans ces provinces-là, Ituri, Nord Kivu. La population se plaint bien qu'il y a état de siège. Attendez, toujours des tueries. Attendez. Faut pas aller trop vite en besogne. Une guerre ou une insécurité qui date de plus de 30 ans, avec tout ce que cela a entraîné comme conséquence. Une insécurité devenue, je peux même dire virale. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont infiltrés depuis tout ce temps-là, jusqu'à arriver à infiltrer nos institutions à tous les niveaux. Vous pensez que c'est très facile? C'est par les claquements de doigts que l'on va mettre fin à ça? Non. Il est en train d'y aller progressivement. Et si vous faites attention, si vous êtes attentif, vous allez sentir et vous allez comprendre et voir que réellement il est en train d'avancer. Que nous sommes en train d'avancer. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, je ne pense pas que quelqu'un peut aujourd'hui dire que le Congo d'hier est le même que celui d'aujourd'hui. La voix de la République du Congo aujourd'hui est plus audible qu'hier. Le Congo d'aujourd'hui est plus convaincant sur le plan international qu'hier. On a engrangé des victoires. Oui. Donc, il n'y a pas longtemps, on l'a levé. Non. Ça de free papa, attendez, si on peut dire cela. la levée du fameux embargo, pour ne citer que ça, oui, ça veut dire qu'il y travaille. Et il travaille sérieusement. Si notre armée sur terrain, du moins ceux qui se battent sérieusement avec leur cœur, et je dis que je félicite, je soutiens, je félicite notre armée, nos FARDC, qui jour et nuit se battent. Et il y en a qui meurent. C'est ainsi que je ne peux pas comprendre qu'on cherche à politiser même ce genre de sujet. Il y en a qui meurent, qui perdent la vie. C'est-à-dire que ce sont des êtres humains comme vous, comme moi, mais qui ont choisi de servir sous le drapeau. Comme vous, vous avez choisi d'être journaliste, eux ont choisi de servir sous le drapeau. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. Mais il y en a qui, avec toute légèreté, en parlent comme ça, comme si c'était quelque chose de simple ou de facile. La question de l'insécurité à l'Est, ce n'est pas une question sur laquelle on doit blaguer ou on doit jouer. Ce n'est pas du théâtre, c'est de la vraie vie. Pour moi, je considère que le chef de l'État, le gouvernement de la République démocratique du Congo, a fait beaucoup d'avancées dans ce domaine-là. Beaucoup. Honorable Tite, vous avez dit que le gouvernement a fait beaucoup d'avancées dans ce domaine de la sécurité, mais sur le rue de Kinshasa, il y a une classe sociale et au moins, ils ne reconnaissent pas les grandes actions du chef de l'État. Ils se disent que durant toutes ces années, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, n'a presque rien fait. Je voudrais vous dire une chose. C'est parce que nous sommes, comment je peux dire, nous écoutons trop de mensonges. On écoute trop de mensonges. Malheureusement, nous n'avons pas toujours l'esprit critique. Regarde, le président Tshisekedi n'a rien fait, vraiment. Ils disent que trop de promesses mais peu de réalisations. Les réalisations sont le moindre. Attendez, comment est-ce qu'on peut dire des choses comme ça?
C'est sur le riz, ça s'est dit un peu partout. Oui. Nous nous signalons partout. Mais il faut justement leur expliquer que ce n'est pas vrai. Le chef de l'État, je viens de vous donner l'exemple, juste un exemple de la gratuité de l'enseignement. Ces gens-là de Kinshasa ne bénéficient pas, leurs enfants n'étudient pas gratuitement. Ça, c'est la première question. Deuxième, toutes les routes qui sont en train d'être construites ou réhabilitées, ils pensent que c'est quoi? C'est de la blague? Troisième chose, il n'y a pas 6 ou 7 mois, il y avait augmentation des salaires des fonctionnaires. On n'en parle pas assez. Parce que ça, on investit directement dans l'homme. C'est ça qui caractérise le pouvoir du président Tshisekedi. Lui, il tient à toucher directement les êtres humains. Augmentation des salaires des fonctionnaires. Vous n'avez pas entendu parler de ça? Et ça, c'est rien du tout. Il faut que quelque part, nous arrêtions de rêver. Nous arrêtions de faire comme du théâtre. L'État congolais est là pour créer des conditions qui permettent à chacun d'entre nous de travailler, de faire sa vie, de se prendre en charge correctement. Les employés de l'État congolais, ce sont les fonctionnaires dont les salaires viennent d'être augmentés de plus ou moins 30%. Vous avez déjà entendu parler de ça, n'est-ce pas? Honorable Victor Kitenge, vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement, mais également du salaire des fonctionnaires et tout. Mais les enseignants sont en train de fustiger les comportements au paiement de leur salaire en fait. Prenons par exemple au Sankourou, là où vous êtes élu du peuple, il y a de ceux-là que le salaire n'arrive même pas dans le fin fond là-bas. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Merci Jacques pour cette question. Il est un fait que dans notre pays, il y a encore des gens qui drainent certaines tares que nous avons acquises depuis un certain nombre d'années. Ils drainent ces tares, malheureusement, il y en a qui s'adonnent à des pratiques et qui n'aident pas du tout le chef de l'État à accomplir son œuvre, sa vision. Aujourd'hui, il arrive effectivement que les salaires n'arrivent pas dans certains coins du Sankourou. C'était le cas à Katakokombe il y a quelques mois. Mais dès que j'ai été saisi de cette situation-là, je suis allé, j'ai écrit au ministre des Finances qui m'a répondu. Pas seulement répondre comme ça abstraitement, non, il a répondu et quelques temps après, j'ai vu les résultats. C'est-à-dire le salaire a été débloqué, c'était un truc administratif là où les gens voulaient, il y en a même qui voulaient peut-être détourner cet argent. Ça a été débloqué. Mais dans certains cas, il n'y a pas de banque. Attendez. Et j'ai fait une nouvelle demande au ministre. Je voulais que désormais, au lieu que ce soit la banque, parce que la Robank avait renoncé à cette activité-là, de s'occuper de la paie de salaire des enseignants du Sankourou des Katakokombe, ma circonscription, j'ai demandé au ministre des Finances, qui a accepté de céder cette responsabilité-là à Caritas. Depuis lors, tout se passe comme il faut. Que ce soit les salaires, que ce soit les frais de fonctionnement, ou d'autres frais de gratuité notamment, tout cela est payé par Caritas et ça ne pose pas de problème jusque-là. Alors, je pense que c'est ce qui doit être fait, même dans d'autres territoires qui, malheureusement, s'il en existe encore, parce que je n'ai pas l'information, s'il existe encore des territoires dans lesquels les enseignants vivent
cette situation que je déplore, il faut faire la même chose. Il faut faire la même chose. Vous venez de parler tout à l'heure de l'inflation de salaire de fonctionnaires, mais vous avez oublié une chose, et que les enseignants qui forment aujourd'hui, je peux dire, vous le ministre, vous le député, le ministre, soit le magistrat et consorts, mais leurs salaires sont un peu minimisés. Hein. À la limite, ils touchent ne serait-ce un 50 000 francs, prenons par exemple du coin là-bas. Mais vous, étant que l'île des peuples, quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour éradiquer ces problèmes? Non, le mécanisme, c'est simple, c'est le budget. C'est dans le budget qui vient d'être voté, nous avons revu à la hausse hein, l'enveloppe qui s'occupe des salaires des enseignants. En fait, je voudrais aussi vous dire ceci. Un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Ça commence par un pas. Aujourd'hui, sur les 1000 km, je puis dire que nous avons peut-être fait 100 km. Peut-être nous en avons fait 500. Qui sait? Il faut comparer leur salaire avant l'arrivée de Tshisekedi. Il touchait combien? Depuis que Tshisekedi est là, il touche combien? C'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Pour dire, voilà, il touchait autant et maintenant, il touche autant. Je pense qu'il n'y a même pas de comparaison à faire là-dessus. Je vous envoie vérifier tous ces éléments auprès des concernés eux-mêmes. Allez contacter les syndicats des enseignants. Les réclamations qu'ils sont en train de faire, je sais qu'ils étaient en négociation et tout, des négociations qui ont été sanctionnées par un accord, que ce soit les enseignants ou les fonctionnaires, tout ça. Ils étaient en négociation avec le gouvernement. Ils sont tombés sur un accord et le gouvernement est en train d'honorer ces accords-là. Ça veut dire que les choses sont en train d'évoluer. Vous comprenez? Cela veut dire, pour moi, que les choses sont en train d'évoluer. Alors, regardez d'où ils viennent, là où ils sont, et ce qu'ils visent. On a dit, on va y aller progressivement. Je viens de le dire, je le répète. Un voyage de 1000 km commence par un premier pas. Le reste va suivre, petit à petit, progressivement. Vous ne savez pas d'où nous venons, peut-être. Nous venons de très loin. Parlons de route dans votre fief électoral. Il semble que présentement, là, dans la province du Sankourou, il n'y a pas vraiment de route. Qu'est-ce que vous pouvez dire au chef de l'État pour le reste du minimum de temps qu'il vous reste? Ce que je peux dire au chef de l'État, de un, je vais d'abord lui dire merci. Je vais lui dire merci parce que pour la première fois, depuis plusieurs années, je crois que ça fait plusieurs décennies, je pense que c'est mieux de dire comme ça, que le territoire de Katako n'a pas été touché par un financement important. Mais cette fois-ci, le chef de l'État a décidé, à travers le FPI, de financer la réhabilitation, que dis-je, c'est carrément la construction d'une route entre Katako-Kombe, le chef-lieu, et Onanoa, le village natal du héros national, j'ai cité Patrice Emery Lumumba, jusqu'à Tchoumé. Et les ponts jetés sur toutes les rivières qui se trouvent tout au long de cette route sont en béton armé. On est en train de les construire à l'heure où nous parlons. Ce sont des choses qu'on peut vivre. On peut descendre là-bas et vous allez voir. Je ne raconte pas de bobards. Ça, lorsque j'ai essayé d'interroger l'histoire sur cette route-là, cela fait plus de 40 ans qu'aucun véhicule n'est passé par là. Les enfants qui naissent et qui grandissent
là-bas, dans les villages qui se trouvent installés le long de cette route, ces enfants-là, ils grandissent sans avoir jamais vu un véhicule. Mais désormais, dans quelques temps, peut-être dans 1 ou 2 mois, ils vont voir des véhicules passer par là. Pour moi, c'est très significatif. Quand on parle des infrastructures routières, ça veut dire qu'on parle de l'économie. Une route, ce n'est pas une fleur qu'on va commencer à observer ou à contempler. Non. Une route, c'est un paramètre économique. On a construit une route, nous allons devoir maintenant l'utiliser dans le cadre de l'économie du cacao. Donc, je dis d'abord merci au président de la République, mais aussi, il n'y a pas que cette route-là, il y a d'autres projets à venir, nous continuons à suivre, et dans peu de temps, ces projets-là pourront aussi connaître le même sort que celui dont je viens de parler. Oui, honorable, parlons de la visite du pape qui est prévue pour ces 31 janvier. Et la population se pose la question, à quoi est-ce que sa visite va impacter notre pays, sur tous les domaines? Oh là là. Non, mais il faut être d'abord catholique pour dire, même pas les catholiques, tout le monde peut dire merci au pape d'avoir décidé de venir en République démocratique du Congo. Si le pape vient en République démocratique du Congo, c'est parce que la République démocratique du Congo est fiable. C'est parce que la République démocratique du Congo est visitable. C'est pour ça. Et lorsque vous recevez ces hautes personnalités, comme le pape, sur le plan international, ça signifie beaucoup de choses. Vous savez, chez nous en Afrique, on dit quoi? Une maison qui ne reçoit pas de visiteurs. La RDC de sa nature, c'est un pays hospitalier. Nous sommes hospitaliers, mais nous avons fait très longtemps, on ne recevait plus des grands visiteurs, n'est-ce pas? Ça, c'est bien. Voilà. On a fait longtemps, on ne recevait plus. Mais si nous commençons à recevoir des grands visiteurs, et vous les avez vus défiler depuis quelques temps, beaucoup de gens, beaucoup de grandes personnalités internationales qui viennent en République démocratique du Congo, le roi des Belges et tout ça. Donc, il faut comprendre que la RDC, désormais, est en train de récupérer sa place dans les concerts des nations. En quoi ça va impacter? Vous avez dit que nous sommes un pays hospitalier, normalement, et il y avait plus de visites, oui. L'impact, c'est notre visibilité sur le plan international. Il ne faut pas vivre en autarcie. Hein? Nous vivons, aujourd'hui on parle de village planétaire. On est interdépendants les uns vis-à-vis des autres. Oui. Alors lorsque on commence à venir vous voir, c'est tellement important pour nous, et cela nous a manqué. Dans son calendrier, il est aussi prévu qu'il se rende au Nord Kivu, là où il y a fortement des atrocités. Et en quoi ça va impacter sur le plan sécuritaire? Non, mais le pape, c'est sans crainte d'être contredit, surtout par les catholiques. C'est la sommité de l'Église catholique. Et c'est la sommité en termes d'esprit de paix. Okay? C'est un message. S'il se rend à Goma, c'est un message pour dire nous voulons la paix à Goma. Si le pape arrive aujourd'hui à Goma, même le Rwanda qui nous attaque va dire non, quand même, on se calme. Vous savez, le pape qui quitte le Vatican
On en parle parce que, bon, aujourd'hui, les choses, c'est pas n'importe qui sur le plan international. Oui, on le sait. Sa voix, elle porte. Se rendre à Goma pour se rendre aussi à l'évidence, de palper du doigt ce qui se passe à Goma, toucher du doigt les réalités que vivent nos populations, ça lui permettra, oui, d'être sûr de ce qu'il va dire au reste du monde, de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous comprenez? Alors, ça veut dire notre voix va être de plus en plus audible sur le plan international. Il arrive, il va vivre des choses. S'il va jusqu'à visiter le camp des déplacés, donc imaginez, il va déplacer dans le camp des déplacés, imaginez que c'est l'une des conséquences d'une agression d'un pays voisin. Il va s'en rendre compte, il va se rendre compte de tout ça. Et lorsqu'il va rentrer de là, ou à partir de là, s'il parle, c'est une voix qui porte. Merci, honorable Victor Kitenge. Le plaisir a été le nôtre. Oui.